Donc je vais reprendre La princesse de Clèves, le deuxième mouvement, donc, les photos que vous avez sur votre téléphone à vous. Donc le deuxième mouvement, alors par contre attendez les filles, je vous explique un truc, excusez-moi, mais là en même temps je suis en train de filmer et donc on vous entend, d'accord? Donc si vous voulez pouvoir bénéficier d'un cours de qualité, il faut vous taire, il faut écouter, vous avez le droit de lever le doigt et de poser vos questions de manière à ce que tout le monde vous entende, mais pas de parler en même temps, sinon on ne m'entendra pas sur la vidéo. Oui. Pardon? C'est une vidéo YouTube que je vais mettre en ligne. Mais vous avez le masque? Bah oui, et alors, j'y peux rien. Bien. Allez, on y va. Donc, on a ce deuxième mouvement, l'apparition de deux personnages principaux. On avait fait la première phrase depuis lorsqu'elle arriva jusqu'à comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Et on avait terminé en disant que cette personne à qui on faisait place et qu'on ne connaissait pas pour l'instant, puisque c'était ce quelqu'un à qui on faisait place, on n'était pas finalement, on ne savait pas qui pouvait être à l'origine de ce bruit, mais on se le représente comme une entrée en scène, quelque chose de marquant, comme l'a été la mise en scène de l'entrée de la princesse précédemment. Dans la phrase suivante, Madame de Clèves acheva de danser et, pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Alors, déjà, la première remarque, c'est que la princesse de Clèves semble être l'une des rares à ne pas avoir entendu le bruit qui se faisait autour d'elle. Vous vous souvenez, le duc de Nemours, quand il arrive, il enjambe des chaises, ça fait du bruit, on commente son arrivée, etc. La princesse de Clèves, c'est comme si elle était dans sa bulle et qu'elle n'avait rien entendu, comme si elle était avec le duc de Guise, et puis voilà, rien de plus. Elle n'a pas été sensible au bruit. Elle termine sa danse avec le duc de Guise, comme si elle n'avait rien remarqué. Juste après, elle va chercher des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre. Donc on retrouve ici le champ lexical du regard, qui est un champ, on l'a dit, un champ lexical très important. Sauf que cette fois, ça ne va plus être elle qui va être l'objet de regard, elle va être sujet des regards. Vous vous souvenez que jusqu'ici, la princesse, elle était tout le temps observée, scrutée, observée dans les moindres détails. Eh bien, cette fois, elle va être en position de sujet. C'est elle qui va regarder ce qui se passe, qui va regarder les autres, qui va les observer. Et c'est ce qu'on a ici. Elle cherche, donc à partir d'un verbe de perception, chercher des yeux, elle cherche quelqu'un, là encore un pronom indéfini très vague, et finalement le quelqu'un va lui être imposé par le roi, puisque le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Celui qui arrivait, c'est une périphrase. Le roi ne dit pas « prenez donc le duc de Nemours ». Il dit « prenez celui qui arrive ». Qui est-il ? L'ordre du roi est d'autant plus important que non seulement il est dit, mais il est même crié. Et il est évident que, comme toute jeune fille de la noblesse, elle ne peut pas contrevenir à l'ordre du roi. C'est logique. Toutefois, il faut quand même savoir qu'à l'époque, une jeune fille ne pouvait pas danser avec un homme avec qui elle n'avait pas été auparavant présentée. Elle devait avoir été présentée préalablement, généralement par sa mère, à l'homme qui, à ce moment-là, était autorisé à l'inviter à danser. Là, le problème, c'est que le roi lui intime l'ordre de danser avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, ou du moins qu'elle croit ne pas connaître. Parce que finalement il va y avoir une espèce de reconnaissance, comme la princesse reconnaît forcément le prince, vous voyez. Donc, la proposition principale lui intime l'ordre du roi lui-même, et c'est donc l'ordre de choisir la personne en particulier qui arrive. Le nom de Nemours n'est donc toujours pas prononcé, et ça crée là encore un effet d'attente, comme si on suivait finalement la scène à travers les yeux d'un spectateur qui serait inconscient, qui serait ignorant. Voilà. On a ensuite « elle se tourna », donc proposition indépendante très rapide, qui indique sa réaction. Et ensuite, on a plusieurs éléments qui relèvent du champ lexical de la vue. Elle vit un homme
qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours. Le vit et le cru montrent qu'on va entrer en fait à l'intérieur des yeux de la princesse de Clèves. On adopte donc son point de vue. Si vous vous souvenez un petit peu des leçons sur les points de vue que vous avez pu faire au collège et au lycée, vous vous souvenez sans doute qu'on a plusieurs points de vue différents. On a le point de vue omniscient qui est celui où on sait tout de tous les personnages, leur passé, leurs pensées, etc. Le point de vue interne où on voit une scène à travers les yeux d'un personnage et on ne voit, on n'entend que ce que lui, il voit et il entend. Et le point de vue externe, c'est ce qu'on appelle l'effet caméra. On ne voit que les gestes et les paroles, mais on n'a pas accès à l'intériorité. Ici, elle se tourne elle vit un homme, elle crut d'abord. On voit qu'on est bien dans le point de vue interne à la princesse de Clèves. Et ici, à nouveau, on n'a pas tout de suite le nom du duc de Nemours. Regardez, elle vit un homme. On ne peut plus vague avec ce déterminant, cet article indéfini 1. Voilà, on n'a toujours pas le nom. Et au final, cet homme est nommé Monsieur de Nemours seulement dans la proposition subordonnée. Cet homme, elle calcule d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours. Et on a dans ne pouvoir être que Monsieur de Nemours ce qu'on appelle une négation restrictive. Alors la négation, ça fera partie des cours de grammaire qu'on va faire cette année, puisqu'on on a travaillé sur ce qui concernait les subordonnés, et en particulier les subordonnés conjonctifs circonstanciels, mais on a travaillé aussi sur les paroles rapportées, sur la négation et sur l'interrogation. Donc il nous reste encore pas mal de points à faire en grammaire. Ici, le ne que, on a donc ce qu'on appelle une négation restrictive. Ce n'est pas une vraie négation. C'est-à-dire que si vous dites par exemple je n'aime que le chocolat, ça ne veut pas dire que vous n'aimez rien. Ça veut dire que vous aimez seulement le chocolat. Ça se restreint au chocolat. D'accord ? Donc c'est ça qu'on appelle une négation restrictive. Et ici, cette négation restrictive, eh bien, elle souligne la certitude de la princesse. En fait, elle va reconnaître, sans l'avoir jamais vu, le duc de Nemours. Son apparence va suffire à identifier le duc, signe qu'il est lui aussi, comme elle l'aime elle-même, d'une beauté extraordinaire. Enfin, la dernière subordonnée relative, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait, caractérise sa scène, une mise en scène particulièrement spectaculaire. Il est probable que des gens plus discrets auraient fait le tour des chaises. Ils n'auraient pas enjambé les chaises à grand bruit. Le duc de Nemours, c'est quelqu'un qui fonce droit devant, droit au but. Il ne va pas s'embarrasser à faire des détours. On lui dit, prends la princesse de Clèves comme danseuse, il y va, direct. Donc il y a vraiment... il est encouragé par le roi en plus, donc il va droit à l'espace de danse et il a, entre guillemets, droit de prendre la princesse comme danseuse. Donc on a bien ici le début d'une passion avec deux personnages qui semblent destinés à se rencontrer et à s'aimer. Et dans ce cadre, finalement, le roi agit comme un agent du destin. C'est grâce à lui, finalement, que vont se réunir ces deux personnages. On poursuit après sur deux portraits parallèles. Par portrait du prince, du duc de Nemours, portrait de la princesse de Clèves. Vous allez voir qu'on a des parallélismes dans les deux de construction pour les deux portraits. Oui. On a fait la troisième phrase. Là, on en est à ce prince était fait d'une sorte. Donc ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surpris de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Donc on a d'abord le portrait du duc de Nemours, qui va être ensuite parallèle à la princesse. Les personnages ne sont pas décrits très précisément. Vous vous souvenez, quand on avait fait le portrait de Mademoiselle de Chartres, on avait dit qu'on avait des éléments de son portrait, mais que c'était très stéréotypé, qu'elle correspondait à la beauté idéalisée de l'époque, mais que finalement, c'était pas non plus réaliste au point où pouvait l'être un Balzac, un Zola ou un Maupassant.
l'auteur va d'abord insister sur l'effet que chacun des deux va produire sur l'autre. Regardez, elle reprend la tournure « il était difficile », dans les deux cas. La princesse est surprise de le voir et lui, il ressent un grand étonnement de la contempler. Alors, il faut savoir que le mot « étonnement » est à prendre au sens fort du terme. L'étonnement, en fait, ça vient du mot « tonnerre », la foudre. Étonnement, au sens étymologique du terme, ça signifie être frappé par la foudre. D'où l'idée de coup de foudre qu'on utilise aujourd'hui pour ce sentiment amoureux qui vous tombe dessus comme ça d'un seul coup. Donc, insistez bien si vous tombez sur ce passage, sur l'étymologie du mot étonnement, hein, ça a son importance. Donc la princesse est surprise de le voir, lui il ressent un grand étonnement. On a la répétition du verbe se parer qui est réemployé pour parler du duc comme il était employé au tout début du texte pour parler de la princesse. On a également 3 occurrences du champ lexical de la vue, voir, jamais vu, de voir. Ce verbe voir qui est répété est aussi le signe que les personnages ne se parlent pas et que le fait simplement de se voir l'un l'autre font qu'ils se reconnaissent, que c'est un vrai coup de foudre. Donc c'est un choc que ressent Nemours et les deux personnages vont être donc dans une situation similaire. Chacun s'est paré, chacun est éblouissant et chacun produit sur l'autre un effet extraordinaire. Ensuite, le 3e passage, donc très petit, qui correspond aux lignes 12-13, correspond à la rencontre des personnages. Il n'est marqué que par une seule phrase. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté, vous voyez quand même que surpris, on vient de l'avoir 3 lignes auparavant, hein, que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Alors, le temps de la rencontre, il est marqué par le même lexique. Hein, c'est le tour de Nemours, d'être surpris. Cette surprise, elle est vive, puisqu'elle va entraîner une subordonnée de conséquences. Il fut tellement surpris de sa beauté qu'il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. C'est donc le signe qu'il n'est plus, vu qu'il n'est plus capable de s'empêcher de donner des signes de son admiration, ça veut dire qu'il n'est plus finalement maître de lui-même et qu'il n'est plus maître de ce qu'il va montrer à l'extérieur. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'à la cour, c'est le monde de l'apparence, le monde de l'hypocrisie qui domine. Et le fait que le duc de Nemours n'arrive pas à dominer l'étonnement profond, l'admiration qu'il éprouve pour la princesse, ça va jouer en sa défaveur, parce que ça va être trop visible aux yeux des autres qu'elle a fait une très forte impression sur lui. Normalement, s'il avait été dans son état, entre guillemets, normal, il n'aurait pas dû montrer de telles marques de son admiration. Les marques, c'est vraiment des signes visibles. Là, il a les signes visibles et c'est embêtant dans le monde de la cour. Il n'est donc plus pleinement maître de la situation. C'est un homme que seule cette beauté éblouissante serait capable de déstabiliser. Et l'admiration qu'il a après l'admiration que tout le monde a eue pour la princesse de Clèves, hein, enfin la princesse de la princesse Mademoiselle de Chartres lorsqu'elle est arrivée à la cour, puis la princesse de Clèves, ça vient finalement confirmer encore une fois son extraordinaire beauté. Une fois encore, tout passe par la vue, il n'y a aucune parole échangée entre les deux personnages. On a, avec cette phrase, l'évidence d'un rapprochement inévitable qui va être renforcé par les deux subordonnées circonstancielles de temps qui sont centrales. Regardez, c'est construit sur un chiasme. Il fut proche d'elle, elle lui fit la révérence. Il y a une espèce de syntaxe qui va unir les deux personnages à travers les pronoms personnels. Alors, je passe maintenant à la quatrième et dernier mouvement. Donc, des lignes 13 à 18, les réactions de l'Assemblée face au spectacle des deux personnages. Alors, déjà, quand ils commencèrent à danser, donc on a une proposition subordonnée circonstancielle de temps
au passé simple qui va réunir les deux personnages grâce au pronom personnel sujet, il au pluriel. Vous vous souvenez tout à l'heure, la phrase d'avant, je vous ai dit, il y a il au singulier, elle au singulier, elle au singulier, lui au singulier, et là maintenant, c'est plus elle d'un côté, lui d'un côté, c'est il, eux ensemble. Ils forment un couple. Donc les deux personnages dansent, ne se parlent toujours pas, mais on va voir que leurs gestes parlent, leur corps parle finalement à travers la manière dont ils dansent. Le texte va mettre l'accent sur la réaction de la cour. Elle se fait entendre à travers l'expression un murmure de louanges, ce qui signifie que la foule admire en chuchotant ce couple qui danse. Le roi et les reines, lorsque ils sont nommés, puisque dans la salle, c'est pas seulement les rois et les reines, c'est vraiment toute la noblesse qui est réunie. Et puis là, on va avoir un focus finalement sur le roi et les reines. Donc quand on dit les reines, c'est pas évidemment c'est le roi avec sa femme, avec la sœur et avec sa fille. Et avec sa belle-fille, avec Marie Stuart. Donc le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est étrange qu'ils dansent ensemble parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais vus. Donc le roi Henri II, les reines sont d'abord des spectateurs et des observateurs de cette scène de rencontre, de reconnaissance. On le perçoit grâce à des verbes de pensée comme se souvinrent ou trouvèrent, qui montrent qu'ils observent les deux protagonistes en réfléchissant à leur situation. Et ils trouvent singulier. Singulier, c'est quelque chose de bizarre, d'étrange, d'inhabituel, de surprenant. Ce couple danse ensemble comme s'il y avait une alchimie entre les deux, comme s'ils se connaissaient depuis toujours, comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils agissent également ensuite en espèce d'entremetteurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils les ont bien regardés, eh bien, ils vont les appeler, leur demander s'ils n'ont pas envie de savoir qu'ils sont l'un pour l'autre, etc. On le voit avec les verbes de parole appeler et demander. Ils cherchent à leur parler en tant que couple et à se faire parler, à les faire se parler entre eux, alors que les deux personnages n'avaient pas encore eu l'occasion de le faire. Ils vont ainsi les pousser à révéler à l'autre, par la parole, leur identité, alors que chacun des deux a déjà compris qui était l'autre. Et il y a quelque chose de finalement un peu vicieux dans ce comportement, parce que finalement le roi et les reines poussent indirectement la princesse dans les bras de Nemours alors qu'elle est mariée. Et il y a quelque chose d'assez immoral finalement dans le comportement de cette cour qui fait tout pour que finalement il y ait la naissance d'un amour interdit, d'un amour impossible entre une femme qui est mariée et qui respecte son mari. Donc, en conclusion, je vous lis rapidement la conclusion. Si vous avez des questions par rapport aux termes qui sont employés dans la conclusion, surtout, vous n'hésitez pas à les poser. Donc, la scène de bal, on a dit que c'était un topos de la littérature. Vous vous souvenez, topos, une scène typique, qui met en scène deux personnages qui s'attirent irrémédiablement. Ce type de scène accentue l'aspect romanesque de la rencontre. C'est une scène de coup de foudre, mais le style d'écriture et l'attitude de Madame de Clèves montrent qu'il s'agira d'un amour impossible et donc tragique. On a la présence d'un dilemme entre la passion d'un côté et la raison. Souvenez-vous que le mot passion, au départ, patior, ça veut dire souffrir. Le dialogue qui suit va renforcer encore le trouble de la princesse parce que pour la première fois, elle va feindre une petite dissimulation en faisant semblant de ne pas avoir reconnu le duc. Je ne sais pas si je vous avais juste lu la suite, mais juste après cette scène donc, où ils sont invités à se présenter, Nemours répond « Pour moi, madame, dit monsieur de Nemours, je n'ai pas d'incertitude, mais comme madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois, dit madame la dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous le savez le sien.
Je vous assure, madame, reprit madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. Vous devinez fort bien, répondit madame la dauphine, et il y a même quelque chose d'obligeant pour monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. Et donc, dans ce petit échange, on voit bien que la princesse de Clèves est pour la première fois un peu embarrassée. Et pour la première fois, elle ne va pas dire toute la vérité. Elle va dissimuler le fait qu'elle avait reconnu Nemours quelque part. Ce mensonge va révéler le trouble qu'elle éprouve et qu'elle voulait justement cacher. Et c'est bien là, par ailleurs, un des enjeux essentiels du roman, parce qu'on se trahit beaucoup plus par les gestes et les regards que par les mots. On observe aussi l'importance du regard social. La rencontre, elle se déroule, on l'a bien dit, sous les yeux de la cour, du roi, des reines, qui observent attentivement les deux protagonistes. Les personnages de ce roman font partie d'une société qui scrute leur apparence, leur comportement, leurs sentiments. C'est exactement ce qui se passe. Vous vous souvenez, avant les vacances, je vous avais diffusé La Belle Personne. On était exactement dans le même domaine. C'était la cour du lycée, mais c'était pareil. Tout le monde passait son temps à se regarder les uns les autres, que ce soit dans la cour ou même que ce soit dans la classe, dans les enseignements, chacun avait des yeux, un échange, un petit sourire, un petit clin d'œil, un petit truc, faites passer un petit mot, etc. C'était exactement la même chose que finalement ce qui se passait à la cour de Henri II. Donc, roman d'un genre nouveau, c'est l'apparition du roman psychologique qui analyse les sentiments des personnages et les signes qui trahissent la vérité des sentiments. Un roman écrit par une femme qui traite de la condition d'une femme soumise à l'égard de la société et aux valeurs morales du XVIIIe siècle. Cette femme mariée va tomber amoureuse d'un homme qui l'aime aussi, mais la crainte du regard social et l'intégration de valeurs morales de son époque l'empêche de céder à cet amant. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, dites. Je n'ai pas compris quand vous avez dit il fallait poursuivre le truc d'entremetteur. Alors, à partir de là, j'ai pas compris. Entremetteur, pourquoi ? Parce que, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un entremetteur ? Non, voilà, c'est pour ça, c'est tout simplement pour ça. Imaginons Sarah, elle aime bien Théo, mais elle ne sait pas très bien comment lui dire. Et Sarah, elle va aller se confier à Christelle et elle va lui dire, tu sais, Théo, Théo, il me fait craquer, mais franchement, je ne sais pas comment lui dire et tout. Est-ce que tu pourrais pas faire un truc, quelque chose, je sais pas. Alors là, il y a Christelle qui est la bonne copine. Christelle qui va voir Théo et qui va lui dire, écoute, tu sais, je crois qu'il y a une fille dans la classe, elle a l'air de bien te kiffer. Et tu penses quoi au fait de Sarah Voilà, vous voyez ce que c'est un entremetteur ? Et ben voilà, et ben le roi et la reine, ils jouent les entremetteurs parce qu'ils vont aller voir le duc de Nemours et la princesse de Clèves. Alors, tu sais avec qui tu viens de danser ? Non, tu sais pas. Ah, c'est la princesse de Clèves. Puis la princesse de Clèves. Ah, vous savez pas avec qui vous venez de danser ? C'est monsieur de Nemours. Bah oui, je suis en train de filmer, donc oui, bien sûr. Ah oui, vous allez me servir d'exemple. Ça va beaucoup faire rire vos camarades qui écouteront ce cours. Ça a marché ? Ça ? Ça a marché ? Du coup, ça semble plutôt bien avoir marché, ouais. Enfin, pour eux deux, je sais pas, mais en tout cas, pour la princesse de Clèves et le duc de Nemours, ça a bien marché. Bon, Christelle n'était pas une bonne entremetteuse, alors. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions, des points que vous n'ayez pas compris ? Ou est-ce que c'est bon ? Ok. De toute façon, la vidéo, vous pourrez toujours la revoir. L'avantage, c'est de faire une vidéo sur YouTube, c'est que vous pourrez toujours la revoir. Vous pouvez la commenter, me poser des questions si vous avez besoin, donc vous n'hésitez pas. D'accord ? Je la publierai juste là dans la soirée. Ok ? Alors là, je fais un petit stop.